Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Qu'on est heureux de le retrouver. Salut Stéphane. Salut Mario, bon retour. Heureux de te retrouver et je suis obligé de dire malheureusement, on a fort besoin de tes lumières ce matin parce que on est encore empêtré dans le même genre de mauvaises nouvelles, d'inquiétudes pour l'économie du Canada. Comment toi t'interprètes, comment tu vois ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi? Je pense que c'était la volonté jusqu'à la dernière seconde des Américains de presser le citron qui aura eu raison de la patience des négociateurs canadiens et du premier ministre Cartney, qui était personnellement représenté par son chef de cabinet, Marc-André Blanchard, notre ancien ambassadeur aux Nations Unies. C'est une négociation qui, on peut le comprendre, parce que ça a des impacts déterminants sur le travail, le boulot de plein de gens, des négociations qui étaient suivies au plus haut sommet pendant toute la semaine dernière. Beaucoup de discipline dans la communication du bureau du premier ministre, alors que le président a mis de la pression, des coups de pression 2 fois la semaine dernière en disant « ça y est, on a un deal ». Ça ressemble beaucoup à la méthode qu'il a à répétition employée dans ce qui était ou non des négociations avec les Iraniens, où il annonçait un deal qui n'existait peut-être pas, où il a créé virtuellement une entente mercredi. Clairement, par tout ce qu'on a obtenu, j'ai parlé à beaucoup de gens pendant la fin de semaine, les Canadiens étaient convaincus qu'on était proche de quelque chose. Il y a eu une accélération de demande, ça a été beaucoup dit vendredi, c'est devenu déraisonnable et c'est, pour employer les mots du premier ministre samedi, c'est devenu un mauvais deal qui a été rejeté. Donc, de toutes les moins bonnes solutions, parce que on aurait trouvé un terrain d'entente, ça n'aurait pas été optimal pour le Canada, ça aurait été un moindre mal. Donc, de toutes les possibles mauvaises solutions, Mark Carney et son équipe ont décidé que de dire non était la moins mauvaise ou la meilleure, si tu veux. Politiquement, à court et peut-être moyen terme payante, parce qu'on essaie d'imaginer ce qu'aurait été le backlash, l'espèce de coût ressenti si des concessions, particulièrement sur des enjeux culturels. Alors là, le premier ministre a presque beau jeu, c'est le cache-sexe. Il dit il est hors de question que la souveraineté canadienne ne soit jamais entachée, entamée par les velléités américaines de contrôle sur l'étiquetage, sur l'usage du français, sur plein de choses. Est-ce que ça aurait été la même volonté? Est-ce qu'il ne serait pas retourné vers les provinces et particulièrement le Québec? Sur d'autres enjeux, il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, particulièrement les droits de douane sur les voitures et pièces, mais pas voitures, en fait, les pick-up, les F-350 qui pèsent lourd dans la balance et d'autres. C'est un investissement dans l'usine en Ontario de Oakville, si ma mémoire est bonne, de 500 millions de dollars qui avait été fait par le gouvernement fédéral. Les Américains ne bougeaient pas là-dessus. Si on lit entre les lignes, les Américains ont une ambition, c'est pas de démanteler l'industrie canadienne de l'automobile la semaine prochaine, mais sur un horizon de 2, 3 ou 4 ans, de faire en sorte que les conditions soient telles que ceux qui décident à Détroit, dans le monde de l'industrie automobile, rapatrient de plus en plus la production des pièces, des voitures, pour ne plus être tracassé par toute cette administration et ses surcoûts dans un business où les marges sont pas exceptionnelles, sauf en particulier sur ces pick-up et poids lourds qu'on a ambition de continuer à construire au Canada et l'administration ne fait aucun compromis. Donc, dans le plan de match de M. Carney samedi matin, c'était de donner un minimum de détails, mais surtout de faire en sorte qu'on se serre les coudes en disant il y a des enjeux existentiels d'identité sur lesquels on ne peut pas négocier, y compris apparemment la volonté qu'auraient eu les Américains d'avoir un droit de premier refus avant qu'on signe une entente commerciale avec d'autres partenaires. C'est incroyable. Là. C'est de l'ingérence pure et simple. Mais ça, c'est le 51e État, là. Exactement. C'était d'ailleurs la réponse samedi du président. On ne peut pas avoir les avantages d'un État américain sans en être. La réponse, donc, parce que M. Carney va choisir de répondre par la bouche de ses canons commerciaux, dollar pour dollar à hauteur de 28 milliards. Ça va être connu le 8 septembre. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une fenêtre de négociation qui n'est pas fermée. Les Américains disent qu'il n'y a pour l'instant
aucune ronde de négociation prévue, mais personne ne dit que la communication est rompue. J'étais en fin de semaine avec l'ancien premier ministre, Jean Chrétien. Ben oui, tu as fait une entrevue avec M. Chrétien, qui en a vu d'autres quand même, là. Et c'est ce qui est intéressant. Il y en a vu d'autres. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Jean Chrétien, avoir des différends politiques, et je le comprends, fondamentaux, mais c'est quelqu'un qui a vu neiger, pardonne l'expression, qui n'est pas ému outre mesure, qui me rappelait que des crises, depuis qu'il a exercé un rôle politique, il y en a vu. Souvent, on pense que c'est la fin du monde. Il se trouve que la fin du monde a été annoncée souvent, puis que finalement, on continue de se réveiller dans le même monde. C'est un mauvais moment à passer. Lui est d'avis, et je te propose de l'écouter parce que c'est radical, puis ça va peut-être forcer M. Carney, en tout cas, à réagir, est d'avis qu'il faut que la réponse canadienne fasse mal aux Américains. Ça rappelle un peu ce que Doug Ford avait proposé il y a un peu plus d'un an quand il disait « Moi, mon électricité, je vais la vendre, mais plus cher aux Américains s'ils nous font chemire. » M. Chrétien dit pétrole, potasse, ils en ont besoin. C'est pas un hasard s'il y a des droits de douane beaucoup moindres si les Américains ne veulent pas se priver de ça. Donc, on l'écoute. Il faut que ça fasse mal. Si on doit se tenir debout, il faut frapper où ça fait mal. L'énergie. Quand il exclut l'énergie dans ses douanes, je pense qu'il y en a de besoin. Quand il exclut la potache, quand il exclut l'huile et le gaz naturel, le pétrole, alors c'est là qu'on devrait taxer. Et l'avantage d'une taxe à l'exportation, c'est que c'est pas nous qui la payons, c'est les Américains. Prends le potasse. Les États qui supportent le plus les républicains, ce sont les États agricoles du sud des États-Unis. Et pour eux, s'ils n'ont pas de potasse, c'est le désastre. C'est pas faux. Le désastre. C'est absolument pas faux, avec évidemment une possibilité, c'est que de premiers pushers de potasse aux Américains, on passe derrière si la machine se met en place pour aller voir les Brésiliens. Les Russes en produisent les Russes, aussi. Je voulais dire, je pensais que c'était les Russes devant les Brésiliens, mais oui, effectivement, il y a des alternatives. Il y a des alternatives, donc c'est une arme à double tranchant ou une lame à double tranchant, mais c'est probablement une manière de se faire entendre et de s'inviter, parce qu'on le voit, et on le lit, de s'inviter dans la campagne de mi-mandat. Et je pense que c'est la stratégie du gouvernement de M. Carney. C'est pas de faire mal aux États-Unis, c'est un mastodonte. Il n'y a pas de chance que les menaces de rétribution canadienne fassent vaciller l'économie américaine, mais c'est une série de petites piqûres qui peuvent pincer et faire mal. Puis dans certains États, pour lesquels le Canada est le premier partenaire commercial, c'est pas une petite piqûre, c'est une grosse claque à la gueule. Et on le voit et on l'entend au Michigan, Mme Whitmer, au Minnesota, des États donc qui ont des relations commerciales fortes avec le Canada, qui craignent les mesures de rétorsion d'Ottawa. La Virginie, qui n'est pas un État frontalier, mais qui est aussi, je pense, le premier marché d'exportation de l'État. Tout ça, ça va finir par avoir un petit impact sur l'épiderme du pachyderme Trump. Dans un contexte, on s'est laissé là-dessus en juin, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé. Ça a été un été de marde, pardonne-moi l'expression pour le président. Son 250e, c'est un party où les bougies se sont jamais vraiment allumées. Ça n'a pas marché. Il est empêtré dans une crise financière qui va se faire au ralenti. Ben c'est ça, je voulais t'en parler parce que tu es une personne qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à la question des obligations, là, des Treasury Bonds. La semaine passée, là, nous autres, on suivait la négociation avec les États-Unis, mais si vous suiviez l'économie américaine, ça a été des montagnes russes, pas à peu près, puis la bourse nerveuse parce que même les États-Unis ont été obligés de racheter leurs propres bons du Trésor 2 fois pour les empêcher de partir en vrille. Oui, le Trésor qui n'est pas le plus puissant des joueurs, mais le secrétaire au Trésor a un peu de marge de manœuvre. Il ne peut pas forcer la Fed, la Banque centrale, à faire ça, c'est-à-dire acheter des obligations pour faire en sorte que les taux diminuent. Parce que, évidemment, plus tu en achètes, moins il y a d'offres et théoriquement, ça fait baisser. En ce moment, le problème, c'est que des acheteurs de dette américaine, il y en a,
mais ils veulent être compensés en fonction d'un nouveau risque. Le seuil psychologique de la dette des Américains a dépassé les 40 000 milliards de dollars. 40 000 milliards de dollars. Le coût de cette dette est aujourd'hui le premier poste de dépense du gouvernement fédéral américain. Alors, les anciens qui nous écoutent se rappelleront qu'il y a 30 ans, 40 ans, il y a des gens qui mettaient en garde contre le coût de la dette, la spirale. Mais là, on atteint des proportions qui forcent le pays presque à l'asphyxie financière. Il va falloir qu'ils trouvent des trucs qui relèvent de l'alchimie. Je le disais la semaine dernière, Scott Bessent a essayé, en rachetant des titres, de faire en sorte que le marché se fluidifie. Ça a fonctionné 30 secondes d'écart et soudainement, tu te rends compte que un pygmée, secrétaire du Trésor, en face d'un gros lutteur de sumo, le marché des obligations, et Donald Trump est tout aussi pygmée que son secrétaire au Trésor. Quand le marché des obligations décide de t'écraser, tu te transformes en une petite galette ultra mince. C'est pas dit que ça va se faire maintenant, mais la mécanique est commencée. Ça a un impact dans toutes sortes d'affaires. Si tu étais actionnaire d'une compagnie de pipeline, une utilité, comme on dit, que ce soit Enbridge ou TransCanada au pays, ben, le cours de ton action, c'est pas mal affaissé. Pourquoi? Parce qu'on achète des pipelines pour les dividendes qu'ils donnent, généreux. Mais quand tu peux obtenir des rendements d'intérêt pour des obligations qu'on pense archi-safe au-dessus de 5 5,5 bientôt 6 ben tu dis, est-ce que je veux des actions ou je veux du rendement d'intérêt? Tout ça est absolument lié, corrélé, et c'est la marge de manœuvre du président qui est de moins en moins grande. Alors, si tu ajoutes l'impasse dans le détroit d'Ormuz, une guerre qui n'est pas réglée, qui ne sera pas réglée, les taux d'intérêt à la hausse sur la dette, et une guerre commerciale qui, dans l'ordre des choses, n'est pas la pire des affaires à frapper les États-Unis, mais qui, quand elle s'additionne au reste, crée un genre de cauchemar, quoi qu'en dise le président, qui va rendre les prochaines semaines extraordinairement intéressantes, Mario. Puis je termine là-dessus, parce que je sais que notre temps est compté. Les États-Unis ne sont plus la puissance militaire crainte d'il y a 6 mois. C'est aussi un super facteur d'instabilité. Parce que tous ceux qui ont envie de prendre une chance vont se dire, c'est peut-être le temps. Donc, une époque formidable, comme je le dis souvent, s'amorce et on aura plusieurs matins pour en parler. Et je voyais, pendant que tu parlais, là, les messages rentraient de nos auditeurs sur M. Chrétien, mais aussi sur qu'est-ce qu'on devrait faire, les mesures à prendre. J'en profite pour dire, plus tard dans l'émission, un peu après 8 heures, on va ouvrir les lignes là-dessus. Là. Comment vous voyez ce que M. Carney a fait, ce qu'on devrait faire maintenant, comment vous envisagez la relation avec les États-Unis. Donc, tout le monde pourra s'exprimer. Stéphane, merci.